Pour continuer cette quotidienne, nous allons maintenant revenir sur l'enfance difficile de Camille. La jeune fille est victime de violences, elle aussi, mais violences de la part de son père, cette fois, qui est drogué. Et lorsqu'elle réussit à fuir, elle apprend quelques années plus tard que ce père est en fait accusé de meurtre. La petite Camille a grandi dans un climat familial douloureux. Son père Bernard est un habitué des soirées et sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il devient violent régulièrement. Et c'est la mère de Camille qui, dans un premier temps, en paye le prix. Elle subit les insultes et les coups. Mais quand Camille fête ses 13 ans, sa mère finit par fuir le domicile. Elle fuit pour sauver sa peau. L'adolescente qui était jusque-là témoin des violences commence à les subir à son tour. Bernard la rabaisse, l'insulte. Et Camille prend des coups lorsqu'il est sous l'emprise de la drogue et de la cocaïne. Et très vite, les mots vont laisser la place aux coups. Elle reçoit sa première claque et à chaque contrariété, Bernard s'acharne sur sa propre fille sans raison apparente. Camille, elle, décide de rester auprès de son père malade, mais les violences et les menaces s'intensifient. Et un matin, alors que Bernard rentre d'une soirée, il décide de mettre sa propre fille à la porte. Nous sommes à Bordeaux, dans le sud-ouest. C'est ici que vit Camille, une jeune fille souriante de 13 ans. Mais derrière son grand sourire se cache une réalité bien plus sombre. L'adolescente habite avec sa mère et un père très violent et accro aux stupéfiants. Dès son plus jeune âge, elle assiste à de violentes disputes entre ses parents. Bernard, son père, n'hésite pas à frapper sa mère après des soirées un peu trop alcoolisées. Il irait jusqu'à lui casser les doigts. Et un jour, épuisée par cette situation, la mère de famille quitte le domicile pour sauver sa peau. Camille se retrouve alors toute seule avec son père Bernard. Et très vite, l'adolescente qui ne faisait jusque-là qu'assister aux violences commence à son tour à les subir. Tout commence au départ de sa mère. Alors que Bernard sombre un peu plus dans la drogue, il rabaisse sa fille. Et lorsque l'homme prend trop de cocaïne, il fait peur à Camille avec des gestes et des cris menaçants. Il insulte régulièrement, la traite de salope. À plusieurs reprises, la jeune fille tente de contacter sa mère pour l'appeler au secours. Mais l'homme n'hésite pas à détruire ses téléphones afin qu'elle ne puisse plus avoir de contact avec elle. Après seulement quelques mois de cohabitation, les mots et les menaces laissent la place aux violences physiques. Camille reçoit ainsi sa première claque. Sous le choc, elle décide tout de même de rester aux côtés de son père. Il est en effet malade du VIH et souffre d'une hépatite C. La jeune fille reste persuadée qu'elle peut l'aider à se soigner. Pourtant, les violences continuent. Et lorsqu'elle se permet de répondre à son père, il la frappe. Il l'attrape par le col pour la jeter violemment dans le canapé. À 15 ans, Camille invite Camille à la maison. Mais ce n'est pas du goût de Bernard qui se met en colère une nouvelle fois. Il vire alors l'ami de sa fille de chez lui. Camille est très gênée vis-à-vis de sa copine qui est contrainte de partir en courant. Elle tente alors de discuter avec son père de ce qui vient de se passer. Mais Bernard s'énerve un peu plus encore. Il saisit un couteau à cran d'arrêt posé sur l'étagère et il menace Camille de s'en servir. Prise de panique, elle s'échappe du domicile. Une course effrénée s'engage alors entre Camille et son père qui la poursuit, couteau à la main. Finalement, la jeune fille parvient à se réfugier dans un bar près de chez elle. Mais le répit est de courte durée, car ces scènes de violence se multiplient. Alors que Camille vit depuis 2 ans avec son père, elle va ensuite subir ses accès de rage et une nouvelle scène tourne au drame. Après une énième soirée sous l'emprise de la drogue, Bernard souhaite se rouler une cigarette, mais il ne trouve pas son papier à rouler et sort de ses gonds. Et c'est sa fille qui va subir sa colère. Il la met dehors. L'adolescente
n'a alors que 15 ans et demi et elle trouve refuge chez la famille de son petit ami de l'époque. C'est l'électrochoc. Elle coupe les ponts avec son père. Et alors qu'il tente de la recontacter à plusieurs reprises, elle ne souhaite plus ni le voir, ni lui parler. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous avez grandi à Bordeaux. Oui. Vous grandissez dans un foyer où l'ambiance est lourde. Un petit peu, oui. Où c'est très compliqué. D'abord, pour bien situer, avoir des images de ce que vous allez nous raconter, vous pouvez nous décrire un peu votre père? Mon papa, il est très grand, très fin. C'est une famille italienne, donc c'est quelqu'un qui parle fort, qui est assez fantasque. Donc c'est quelqu'un qu'on voit, qu'on entend, qu'on écoute. Il est professionnellement très reconnu dans son métier. Donc il est apprécié de tout le monde. Il est regardé comme un exemple à l'extérieur. Il est vraiment... Oui, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas louper, quoi. Alors ça, c'est à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et bien à l'intérieur, il est aussi fantasque qu'à l'extérieur, mais comme ma maman et moi le connaissons bien, il se permet plus de liberté. Donc il boit un petit peu à la maison et il se permet des réflexions, des choses un peu plus, voilà, plus de liberté. Derrière le mot fantasque, on peut mettre beaucoup de choses parce que ça peut être sympa. Fantasque. Ouais, non, il est bruyant. Il est bruyant, il parle fort, il raconte ce qu'il fait. Ça, c'est pas très grave, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa à l'extérieur. À l'intérieur, c'est quand personne regarde, il peut s'énerver fort. Moi, ma maman a beaucoup absorbé quand j'étais petite. Donc, quand j'étais petite, j'ai pas vu énormément de choses, mais j'entendais. Et c'était des cris, c'était des insultes, on pouvait casser des verres contre les murs quand on s'énervait. Je sais que j'avais des sacs prêts dans les placards quand il fallait s'en aller, quand il criait un peu trop fort le soir, on allait chez les amis de ma maman. Ah, il vous arrivait de fuir avec votre maman? Oui, ça nous est arrivé une ou deux fois, il y a des choses, mais c'est dans ma mémoire d'enfant. Donc c'est l'adolescence, moi, qui m'a le plus marqué. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère avait une peur bleue de ses réactions. Et ça nous est arrivé, effectivement, de s'en aller, parce qu'elle prenait des coups. Vous aviez peur, vous aussi? Ah oui, moi j'avais peur de mon papa. Ouais, ouais. J'en ai eu peur. Je l'aimais parce qu'on aime son père. Bien sûr. On aime son père. On lui trouve des excuses parce qu'il peut être très gentil. Mais quand il s'emporte, on en a une peur bleue. Moi, j'ai grandi avec un trou dans ma porte de chambre comme ça parce qu'il avait mis un coup de poing un jour et on a mis un poster dessus toute mon enfance. Donc c'était des stigmates, des choses, voilà, on cachait, on faisait attention, ma mère cachait, elle faisait vraiment attention à ce que je vois pas et ce que je n'en souffre pas. Il frappait les murs, il parlait fort. Ouais. Est-ce qu'il frappait votre maman aussi? Ça lui est arrivé, oui. Ça lui est arrivé. Vous l'avez vu? Je l'ai vu la pousser dans les escaliers. Je l'ai vu l'attraper par les doigts. J'ai vu ce genre de choses. J'étais petite, donc les images sont floues, forcément. Je vais pas inventer des choses que... Voilà, mais oui, il a... Elle m'a parlé de coups de boule. Hein. Ma maman m'en a parlé plus tard. Dans le reportage, on disait casser les doigts. Ouais, il lui a cassé le petit doigt. Ouais. Quand j'étais petite, il l'attrapait par les doigts. Il attrapait les doigts, il lui cassait les doigts. Elle se défendait. C'est une femme forte, ma maman, donc elle s'est jamais laissée faire. Donc elle s'est toujours défendue. Et ben oui, ça arrivait. Le petit doigt, elle l'avait tordu, cassé. Et moi, j'ai grandi avec le doigt de ma maman qui était un petit peu tordu. Voilà, suite à ça. Je devais avoir 6-7 ans. J'étais petite. Pourquoi elle restait? Parce qu'elle savait que si elle partait, le départ serait compliqué. Parce qu'il était fou amoureux d'elle aussi. Donc c'est un amour maladif, quelque part. Et puis parce que si elle partait, la gamine au milieu, il allait falloir qu'elle aille une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et elle m'a protégée beaucoup. Elle est restée jusqu'à ce que je sois en âge de choisir. Vous dites qu'elle l'aimait, en tout cas qu'il l'aimait, mais est-ce qu'elle l'aimait? Je pense que oui. Je pense qu'elle a voulu le sauver. Je pense qu'elle l'a sorti de la drogue quand elle l'a rencontré, déjà. Elle l'a remis dans un cadre sain. Elle a travaillé avec lui. Elle lui a offert une vie saine quand moi je suis née. Et les démons sont vite revenus. Donc, quand il a appris qu'il était malade, quand il a commencé les traitements, la trithérapie pour le VIH, ce genre de choses, je pense que sa détresse à lui, puisque c'est quelqu'un qui était aussi psychologiquement, il a été vu comme en détresse, il est retombé dans la drogue rapidement quand j'ai eu 8-10 ans. Et puis alors là, ça a été l'horreur, quoi. Un jour, pourtant, votre maman décide de partir. Un jour, ouais. Un jour, un jour, ça a été la goutte d'eau. Quand vous avez 13 ans? Ouais. Je suis témoin d'une discussion entre mes parents. Et moi, à 13 ans, je dis à maman, s'il te plaît, il faut que tu divorces, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et comme on partait en vacances tous les étés avec des musiciens, parce que j'ai grandi dans le monde de la musique aussi, on devait partir en tournée avec les musiciens. Et ma mère a pris ce moment-là
en se disant ma fille va partir en tournée, elle va être entourée de gens qui vont la protéger, je les laisse partir tous les deux, je m'en vais pendant qu'ils sont pas là. Donc elle en a profité quand on est parti en vacances avec mon père pour récupérer ses affaires, prendre un appart, ce qu'elle n'aurait pas pu faire s'il avait été là. Mais pourquoi elle ne vous récupère pas dans la foulée? Parce que alors moi j'ai 13 ans, je veux partir en vacances, et puis mon papa est malade. Et moi, je suis quelqu'un de gentil et d'empathe. Et je me dis, si elle n'est pas là pour lui faire ses piqûres pour l'hépatite C, qui c'est qui va lui faire? Et puis, si elle n'est pas là pour l'empêcher de prendre de la drogue, qui c'est qui va l'empêcher de le faire? Et donc, moi, je reste. Vous prenez la place de votre maman? J'étais inscrite au lycée français de New York. Je devais aller faire mes études à New York. Je suis restée à Biarritz avec lui après ses vacances pour m'occuper de lui. Donc, pour prendre la place de votre maman? Peut-être, oui, pour le sauver. À 13 ans, vous avez cette conscience de je vais sauver mon papa? Ouais. Oui, complètement. C'est pour ça que je suis restée. Parce qu'il fallait s'occuper de lui. Parce qu'il avait un discours aussi en face de je peux pas rester tout seul, je vais me suicider, je peux pas m'occuper de moi. Donc, il faisait du chantage affectif, en fait. On peut appeler ça comme ça, oui. Enfin, moi, je l'ai pas vécu comme ça à l'époque, à 13 ans. sûr. Ouais. Mais et puis moi, j'étais l'hypersensible que je suis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que mon côté, oui, mes émotions me disaient tu peux pas, il a besoin. qu'on s'occupe de lui. Mais j'ai le sentiment dans cette affaire que finalement vous remplacez votre maman, vous nous l'avez dit aux côtés de votre papa, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que, y compris la violence, cette violence qu'il avait contre votre maman, vous, la petite fille de 13 ans qui reste pour sauver son papa, vous allez vous prendre la violence dans la figure, au propre comme au figuré. Je ressemble à ma maman, physiquement. En plus. Donc il le trompe. De ma maman qui est partie. Lui, ça a été le drame de sa vie, de perdre sa femme, même si, parce qu'il n'y a pas conscience. Il n'y a pas conscience de ce qu'on fait, je pense. Il n'y a pas conscience du mal qu'il faisait. Et moi, quand je me retrouve chez lui, je ressemble beaucoup à ma maman. J'ai un caractère similaire. J'ai une force similaire aussi, c'est-à-dire que je ne me laisse pas faire. Je réponds. Et donc forcément, oui, j'ai pris sa place, mais à plein de niveaux dans la tête de mon papa aussi, je pense. Est-ce qu'avant 13 ans, il vous avait déjà frappé? Non. Quand j'étais petite, il criait beaucoup, mais il ne m'a jamais touché. Ma maman a fait en sorte qu'il ne me touche jamais quand j'étais petite. Et il a commencé à vous toucher quand elle est partie? Quand elle est partie. Les premiers coups que vous avez reçus de sa part, elle se dit quoi, la petite fille? La petite fille, elle se dit... alors, c'était pas, il me défonçait pas la tête. J'ai pris des baffes, des revers pour rien, pour une fourchette qui manquait sur la table ou un peu trop de sauce dans une assiette ou un truc comme ça. La petite fille se dit, c'est la drogue. La petite fille se dit, il n'est pas dans son état normal, on peut pas être comme ça. Et elle se dit, on continue, on essaye. Donc, je cachais la drogue, je prenais les sous le soir parce qu'il fallait faire les courses le lendemain. Je savais qu'il allait sortir. Enfin, voilà, donc j'essayais d'organiser pour que lui soit bien. Il travaillait la journée quand même. J'allais le chercher en garde à vue quand il partait en garde à vue le soir. Parce qu'il avait bu? Pourquoi? Parce qu'il s'était battu? Parce qu'il avait bu et parce qu'il s'était battu ou qu'il avait crié un peu trop fort dans une boîte de nuit où il était connu du milieu de la nuit pour être fantasque, justement. Et moi, j'ai 14-15 ans, je suis au lycée et je me dis, de toute façon, je suis là. Ma maman, je peux pas lui parler souvent. Et puis, j'aime mon papa, quoi. C'est mon papa. Mais vous lui racontez ça à votre maman? Je lui dis pas tout parce que je veux pas qu'elle s'inquiète. Je veux pas qu'elle s'inquiète, je veux pas qu'elle culpabilise de m'avoir laissé. Mais elle n'imagine pas? Elle imagine. Bah oui. Et ce que j'apprends après, c'est que mon père l'appelle en lui disant, je suis avec ta fille, tu la reverras plus jamais. Il y a un double jeu. Et donc, j'ai servi de monnaie de chantage, de pression. Quand j'étais chez mon père, il appelait ma mère. Mais à 14-15 ans, puisque c'est à peu près l'âge que vous avez à ce moment-là, vous en parlez avec vos amis au lycée, au collège? Non, tout ça? très peu. J'avais une amie très proche qui venait à la maison, donc qui savait la vie que je menais un petit peu, mais j'en parle pas. Je suis obligée d'en parler après, quand il se passe ce qui se passe. Bien sûr. Mais sur le moment, non, je fais bonne figure. Ah non, je fais bonne figure. Puis lui, il a pignon sur rue, il a une boutique d'antiquité, il est connu, Mais voilà. Vous étiez malheureuse? Oui, Oui? Oui, j'ai commencé à écrire, j'écrivais beaucoup, donc moi je me suis... Mais oui, moi j'étais pas épanouie. Malheureuse de quoi? Parce que je pense que c'est pas que les coups, dans ces cas-là, les coups... J'ai presque envie de dire, c'est presque accessoire, je pense, dans votre construction. Je pense que c'est l'espèce de manque d'amour, de violence, en fait, des mots du père qui est censé être le premier homme de votre vie, qui est censé être la personne qui vous sécurise, la personne qui vous emmène, qui vous emporte. Moi, dès qu'on se retrouvait tous les deux, et comme il était très rarement sobre, je m'en prenais plein la figure. Et cette déception et cette douleur-là, mais j'avais un sens du devoir. Enfin, moi, j'ai une empathie qui est ingérable parfois. Et c'est étonnant parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que vous l'aimiez, ce père. Mais oui. Bah oui. Malgré les coups, dit, malgré la violence, ouais. malgré la drogue, Oui. j'ai l'impression que vous l'aimiez. Et oui, parce que je me disais, je pense qu'il y a un côté identité de
je peux pas venir de là. C'est pas possible. La personne qui m'a appris à nager peut pas être comme ça. Enfin, et puis il y avait aussi le côté devoir, je pense. C'est mon papa, je suis là, je m'occupe de lui, tant pis, il est comme ça. Il avait des bons côtés. Hein. Il avait des bons côtés quand il était bien. C'est quoi ces bons côtés? C'est quelqu'un qui avait des histoires fabuleuses à raconter, qui avait toujours quelque chose à dire, qui était cultivé, très cultivé, et drôle parfois. Mais le problème, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui a vrillé, qui a descendu une pente, quoi, qu'il n'a jamais remonté. Et à 14, vous ne pensez pas à demander de l'aide? Alors peut-être pas à vos amis, vous m'avez dit que vous ne voulez pas en parler pour faire bonne figure, mais non. À des services, à l'infirmière, au lycée, au collège, il y a souvent une infirmière. Après qu'il m'ait mis dehors. Après qu'il m'ait mis dehors. Mais pas avant. Non. Alors c'est pas de la fierté. Hein. C'est de la honte peut-être. De la pudeur ou de la honte peut-être. Je ne voulais pas qu'on sache ce qui se passait derrière. Parce que moi, du coup, 15 ans, c'est une petite ville, Biarritz. Hein. Je sortais, j'avais mes copines. Mon papa, il était tout en pâle le soir. Donc ben, moi, à 15 ans, je vais boire des verres en boîte de nuit. Je vis ma vie que ma maman m'a toujours empêché de vivre parce qu'elle m'a toujours protégée. Donc quelque part, il faisait sa vie, il faisait ses bêtises de son côté. Je faisais les miennes, je prenais une... Et votre maman, elle n'est pas inquiète de savoir qu'à 14-15 ans, vous êtes dehors le soir? Elle le sait pas. Elle le sait pas? Elle l'a su après, je lui ai dit après. Elle le sait pas, ça. Il y a ce fameux soir où il va vous mettre dehors. Un matin, ouais. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Et il rentre le matin. Moi, c'était en été, donc j'avais pas école, c'était au mois d'août. Mais il rentre le matin d'une soirée et puis il est un peu éméché. Il a pris des stupéfiants pendant la nuit. Enfin, il est pas bien, quoi. Il est en pleine montée. Et il veut se rouler une cigarette. Et il y a plus de papier à rouler dans ça. Donc il avait un petit truc dans sa chambre où il rangeait ses... Et il trouve pas son papier à rouler. Et moi, je suis dans ma chambre et je dors puisqu'il est 6h30, 7h du matin. Enfin, normalement, c'était l'été. Et il se monte tout seul en épingle et il vient me chercher dans ma chambre et il me sort par le col, il me met dans le canapé et il commence à se mettre sur mon poil parce qu'il a pas de feuilles, parce que c'est moi qui fume des cigarettes, parce que de toute façon j'ai un copain, parce que de toute façon, des insultes, des choses. Et moi je lui réponds, j'ai peur, mais je me laisse pas, je lui réponds. Et il me dit, dans ce cas-là, casse-toi. Alors c'est une phrase qui est dans mon bouquin, c'est « casse-toi, tu pollues mon air ». Je prends ça dans la figure, « casse-toi, tu pollues mon air », de toute façon. Et donc je dévale l'escalier en courant, je m'en vais, en me disant « je reviens plus ». Et là, il me met dans des sacs poubelles, j'entends des bruits de verre cassés dans la maison, je dis Et on avait une fenêtre qui donnait au 2e étage, et là j'arrive en bas et il me jette mes affaires par la fenêtre, dans les sacs poubelles qui atterrissent à côté de moi, quoi. J'ai eu le temps d'appeler mon copain de l'époque qui est venu me chercher en voiture et je suis plus jamais retourné chez moi. J'avais 15 ans et demi, quoi. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, il y a eu des scènes dures avec votre papa. Je crois qu'un jour, il a même uriné. Ouais, ça lui arrive. Vous étiez alors. Je suis dans mon lit. Vous êtes dans votre lit et il urine dans le lit. Il urine sur vous. Sur le lit, il passe. Il fait pas attention. Il est dans les montées de cocaïne. C'est vraiment, c'est pas quelqu'un de méchant, je pense, dans l'âme, mais il ouvre ma porte, il fait pipi et puis il repart. Et moi, je suis là dans mon lit, il est 7h du matin. J'ai 14 ans, je me dis, faut aller au lycée maintenant. Enfin, ouais. Je me réveillais le matin quand il n'était pas rentré, je savais qu'il pouvait être en garde à vue, je savais pas ce qui avait pu lui arriver dans la nuit. Donc j'allais au lycée, je passais devant le commissariat de Biarritz, je faisais coucou, je voyais voir s'il était, puis j'allais au lycée. Quand il vous met dehors, vous avez quel âge? Je vais avoir 16 ans en septembre, donc j'ai 15 ans et demi. Et vous dites, je reviendrai plus jamais? Ah non, je dis, c'est fini. Mais vous appelez pas votre mère? J'appelle ma maman à ce moment-là. Je vais dans la famille de mon petit ami de l'époque, j'appelle ma maman me dit reviens à la maison. Ah oui. Et moi, caractère, je lui dis écoute, je passe mon bac, l'année prochaine, j'ai mes copains, j'ai mon chéri, je veux pas partir de Biarritz, je veux passer mon bac à Biarritz, je veux finir... Alors les études m'ont toujours tenu, moi j'étais une bonne élève, c'est ce qui me tenait à l'école. Et ma maman, qui a fait un sacrifice incroyable, m'a dit d'accord, on te trouve un appartement à Biarritz, maintenant que ton père et t'as mis dehors, tu peux reprendre une vie, on te trouve un appartement, tu vis là et je viendrai te voir. Et donc ma maman a fait les allers-retours entre Bordeaux et Biarritz pendant cette dernière année, la première terminale, pour s'occuper de moi. Et à partir de ce moment-là, c'est quoi vos rapports avec votre père? On se voit pas. Ouais, j'ai des messages. Voilà, j'ai des messages. J'ai des messages vocaux. Il vous dit moi, quoi? je ne réponds pas. Alors, tantôt il s'excuse, tantôt il menace. Tantôt il s'excuse, tantôt il menace. C'est quoi ces menaces? Je vais te retrouver, tu vas pas t'en sortir comme ça. Mais c'est des menaces gentilles d'un papa? Non,
Non, c'est pas je vais te retrouver, tu vas revenir à la maison. Non, c'est pas ça. Retrouver, je vais t'en coller une. Je vais te retrouver. Il prenait un rail de coke, il sniffait au téléphone, je l'entendais. J'entendais comme ça, et puis il parlait. Enfin, c'était des choses c'était très violent. Il vous menace de mort, par exemple? Il menace ma maman de mort. Il m'a déjà menacé de mort, oui, par téléphone, pendant cette période-là. Il m'a attendu à la sortie du lycée. Donc à ce moment-là, mon proviseur me faisait sortir par l'arrière du lycée pour éviter que je Parce que le proviseur, vous avez fini par le mettre au courant quand il vous a mis dehors. On est allé avec ma maman voir le proviseur en lui disant voilà, maintenant je vais vivre toute seule, j'ai mon appartement, ma maman est là, j'étais première de ma classe, j'étais une très bonne élève, donc j'avais la confiance de mon excusez-moi, personne ne prévient la police dans cette histoire? Non, alors il y avait des mains courantes de ma maman a 6 mains courantes pour coups et blessures déjà avant. Moi, les policiers me connaissent, puisque je suis allé chercher en garde à vue plus d'une fois. Et puis là, ma maman s'occupe de moi, je prends un appart, je suis sécurisé, j'ai une maman là. Vous avez 15 ans et demi, c'est un peu jeune, quoi, pour vous retrouver... La police n'est pas impliquée. À ce moment-là, du tout. Moi, je continue ma vie, ma maman est avec moi, elle vient un week-end sur 2, je vis avec mon petit ami, j'ai une famille, la famille de mon petit ami qui chaperonne derrière. Je commence à travailler en job saisonnier, je bosse le week-end en boulangerie, en plus d'aller au lycée. Et votre petit ami dit quoi de tout ça? Il me soutient. Après, je pense qu'il a été choqué. Il était jeune aussi. On s'est séparés après, mais il a été jeune. Il se dit waouh, c'est gros. Ses parents le vivent moins bien. Parce que ils sont au courant aussi. Après, et aussi, personne. Mais personne prévient la police non plus. Non. C'est étonnant que personne n'ait ce réflexe. J'étais costaud. Je pense que les gens autour de moi se sont dit elle peut. Ça va aller. Elle peut gérer tout ça, ce que j'ai fait. Oui, mais enfin, vous avez pris des coups. Votre maman a été frappée, vous parlez de doigts cassés. J'ai prévenu ma famille, quand ils m'ont mis dehors, quand mon papa m'a mis dehors, j'ai appelé ses parents, la famille proche, ses amis, en disant il va y avoir un problème, il va faire une bêtise, il va y avoir quelque chose. Et il est dangereux. Maître Florence Roy, c'est étonnant que personne ne pense à prévenir les forces de l'ordre quand même, parce qu'elle a 15 ans et demi, elle est toute jeune. Ben oui, normalement, on a une obligation de signaler les situations. Et le proviseur encore plus. Et encore plus, puisque à l'époque, de toute façon, il y avait déjà cette obligation de la part des institutions de faire un signalement auprès du procureur de la République. Ouais, c'est presque un devoir, quoi. Oui, en fait. tout à fait. C'est assez curieux que ça. Il y ait des défaillances. Oui, même avant 15 ans, puisque vous dites qu'à 13 ans, votre père était en garde à vue, que c'est vous qui êtes allé le chercher, et on ne s'est pas inquiété, le père est en garde à vue, on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il devrait y avoir systématiquement, quand il y a un garde à vue d'un parent, soit on peut convoquer l'autre parent, soit on se met en contact avec les services sociaux pour qu'il y ait au moins vous avez raison, docteur, mais ça veut dire que... Je n'ai jamais vu un service social. Non, mais c'est vous, à 13 ans... C'est plus tard, moi. 13-14 ans. 15 ans. Mais à 14 ans, c'est vous seul qui allez chercher votre père? Il sortait de garde à vue, j'y allais. Et effectivement, on fait une enquête sociale à la Je n'ai maison. jamais vu un enquêteur social chez moi, par exemple, à Biarritz. Jamais? Non, jamais. Quand j'étais avec lui, l'année que j'ai passée avec lui, qui était vraiment la débandade, j'ai jamais vu un travailleur social, personne venir, voilà. Très étonnant que les forces de l'ordre ne bronchent pas. En tout cas, à ce moment-là, une fois qu'il vous a mis dehors, vous commencez à construire votre vie. Vous parvenez enfin à couper les ponts avec votre père. Mais vous allez faire une terrible découverte, puisqu'en regardant un journal télévisé, vous allez apprendre qu'il est accusé du meurtre d'un jeune homme de 28 ans. Alors, c'est une épreuve de plus, on l'imagine pour vous. D'autant que lors du procès, vous avez décidé de vous porter témoin à charge contre votre père. Mais c'était une étape pour votre reconstruction. Un soir, alors que Camille a 16 ans et n'a plus de nouvelles de son père depuis plusieurs mois, elle regarde le journal télévisé régional. Et stupeur, sur les images qui défilent, elle reconnaît Bernard. L'homme vient d'être arrêté pour meurtre. Il aurait tué d'une balle en pleine tête un garçon à la sortie d'une discothèque. Chapeau, gabardine et fusil, un policier mime les gestes de Sam Guinaï qui a reconnu avoir tiré sur un jeune de 23 ans. C'était le 5 mai dernier dans cette rue du centre de Biarritz, à la suite d'une altercation dans une discothèque. Ici encadré par les policiers, affirme avoir voulu faire peur avec une arme qu'il avait été chercher chez lui avant de revenir. Il a bien tiré, mais selon lui d'assez loin, et a touché malencontreusement sa victime. 3 ans plus tard, lors du procès de son père, elle se porte témoin à charge et partie civile avec la famille de la victime. À la barre, elle raconte que son père était un homme violent. Bernard écope de 20 ans de prison à l'issue des audiences.
Quant à Camille, elle peut enfin renouer avec sa maman. Elle comprend alors que malgré son absence, cette maman a toujours tenté de sauver sa fille. Mais Bernard lui aurait fait beaucoup de chantage et de menaces. Désormais, plus unis que jamais, et victimes du même homme, mère et fille tentent d'avancer ensemble. Camille enchaîne les rendez-vous chez les psychologues pour aller mieux. Et c'est ainsi qu'elle est diagnostiquée haut potentiel émotionnel et hypersensible. Une particularité qui, en plus de ses traumatismes, explique toutes les questions que se pose la jeune femme. Elle se lance aussi dans l'écriture pour exorciser son passé, mais c'est lorsqu'elle rencontre son compagnon qu'elle s'épanouit pleinement. Elle trouve enfin l'amour et la sécurité dont elle avait besoin. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Camille qui est toujours avec nous. Camille, alors il y a ce reportage de France 3 qui va être un déclencheur pour vous. On va revoir les images pendant qu'on en parle. On l'a retrouvé ce reportage, voilà, c'est celui-là. Alors ça, c'est un policier qui joue le rôle de votre père, c'est la reconstitution. Et à un moment donné, on voit un homme que nous, on a flouté, qui est votre père, en fait, mais vous l'avez vu non flouté, je suppose, à ce moment-là. Et vous vous dites, voilà, c'est l'homme qu'on voit là au fond et qui est flouté. Et là, vous le voyez, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors la vidéo que j'ai vue, en plus pour tout vous dire, hein, c'est même pas. C'est-à-dire que moi je vois le journal de France 3 le soir quand il a été déféré au parquet. Donc je le vois sorti d'une voiture de police et déféré au parquet comme ça. Et je vois le titre abattu en pleine rue, en bas, le sous-titre criard du journal télé. Et ma maman qui m'appelle en même temps et qui me dit allume la télé. Et là c'est le... Eh ben c'est le choc sans être le choc. C'est-à-dire que c'est le choc parce qu'il se passe ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il y avait une sorte de... On s'y attend, enfin, ça devait arriver. Il y allait avoir quelque chose, ça devait arriver. Alors là, en fait, il peut y avoir deux solutions. Ça peut dire, oh là là, mon père, malgré tout, je l'aime, et qu'est-ce qui lui arrive ? Ou ça peut être, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. C'est un salaud ? On peut aller jusque-là ? Non, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a fait ça ? C'est... Les images qui... Alors j'écris à ce moment-là beaucoup, et ce qui tourne dans ma tête, c'est... L'image que j'ai dans ma tête, c'est je me dis, cette personne qui m'a appris à nager, je l'imagine avec ce pompe, et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Moi, c'est vraiment le comment il a pu faire ça. Même si une partie de moi s'en doutait, il y a quand même ce choc. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie tout de suite. Dès que j'ai vu le reportage, je suis allée à son appartement, où il était à Biarritz, où j'étais pas retournée depuis des mois, pour essayer de comprendre, parce que j'ai besoin de tourner dans ma tête les choses. Donc j'ai vu son propriétaire, j'ai essayé de comprendre à quelle heure il était rentré, quand est-ce qu'il était parti, ce qui s'était passé ce soir-là. Et la jeune fille en colère que j'étais, parce que j'étais en colère, est allée directement au commissariat. Et pour dire quoi ? Pour dire, c'est pas un coup de folie. Pour témoigner, pour leur dire, j'ai besoin faut que je dise ce qui se passait avant qu'il fasse ça. Parce que je ne voulais pas que... C'était pas un accident. Pour moi, il y avait quelque chose, il était potentiellement dangereux tant qu'il prenait de la drogue et tant qu'il était dans ce côté. Et puis depuis que j'étais partie, il avait perdu sa fille. Donc c'était décompensé encore plus, il était en colère. Mais vous faisiez ça pour l'enfoncer ou pour le sauver ? Non, je faisais ça par justice, je pense. Je faisais ça parce qu'un jeune homme était mort. Et que pour moi, que ce soit mon père ou que ce soit pas mon père, il y avait un gamin qui avait pris une balle dans la tête, quoi. Et le meurtrier devait être puni, que ce soit mon père ou pas. Et donc, comme j'étais, moi, potentiellement capable de donner des infos et d'aider à ce qu'on donne justice à ce jeune homme, que moi, je connaissais de loin en loin, puisque c'était un serveur d'un bar à Biarritz où on allait souvent, donc en plus, c'est quelqu'un que tout mon lycée connaissait de loin en loin, qui était très gentil en plus. J'y suis allée vraiment par souci de justice. J'y suis pas allée pour l'accabler. C'est là où j'ai du mal à comprendre, c'est ce qui m'intéresse dans votre raisonnement, justement. Je me dis... Pourquoi l'enfoncer ? Parce que vous avez été témoin à charge. Donc ça veut dire contre lui. J'ai été témoin à charge suite à ce que j'ai dit au policier ce soir-là. Je pense que c'était un coup de ça y est, c'est fini. Il est enfermé. Et vous me disiez que vous l'aimiez ? Je l'aimais. Mais il fallait pas qu'il fasse de mal. Il avait tué quelqu'un. Moi, j'étais restée sur le fait que, même si c'est mon père et que je l'aime, il a tué quelqu'un. Et ça aurait pu être moi. Ils l'ont attrapé. Quand ils l'ont attrapé, qu'il sortait de chez lui, que les policiers l'ont arrêté, il sortait avec un sac... de sport avec le fusil à pompe et des balles en disant je vais régler mes comptes, je vais voir mon ex-femme et ma fille.
Donc déjà, et je savais qu'il ne se serait pas arrêté là, si on parce qu'il était en montée trop puissante. Il était plus dans la réalité à ce moment-là. Et ben, il fallait qu'il soit soigné. Et la seule manière d'arrêter quelqu'un comme ça, c'est de l'enfermer. On pouvait plus. J'avais tout essayé. Docteur Stéphane Clerget, vous comprenez la démarche? Mais, Madame l'a dit, ça aurait pu être elle. C'est-à-dire qu'elle a réalisé à ce moment-là ce qu'elle a risqué en vivant avec lui. Et si c'était pas elle, ça aurait pu être son petit ami. Parce qu'on peut imaginer que ce petit ami, il ne devait pas trop l'aimer non plus. Et donc peut-être même qu'il l'avait déjà menacé. Et puis vous dites, t'as raison, mais vous l'aimiez. Mais on a un chien qu'on aime, je sais que vous aimez les chiens, qui mord tout le monde, on lui met une muselière. Hein. Oui, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas, je suis pas très fan de la comparaison. Oui. Je sais pas pourquoi vous êtes parti là-dessus. Je suis en train de réfléchir, mais je me dis, on est quand même très, c'est très loin là. Quelqu'un et mettre aussi cette personne à l'abri d'elle-même. C'est exactement. Ah oui, alors ça oui, comme ça, d'accord. C'est exactement ça. C'est ce que vous avez voulu faire? C'est ce qui avait mieux pour lui à un moment donné. C'est ce qui avait mieux pour lui. Il a été condamné? Il a été condamné. Il a pris 20 ans, donc 10 ans de sûreté. Le jour de mes 20 ans, d'ailleurs. Donc tout est fou. Il a fait 9 ans. Donc il est sorti? Il est sorti au bout de 9 ans. Vous l'avez revu? Oui. Et ça n'a pas duré. Parce qu'il a recommencé? Parce que la prison ne change pas forcément les gens et que déjà il y a l'oubli, il y a le sevrage qui se fait en prison, donc il y a l'oubli de ce qu'on a fait. Parce que quand on est vraiment sous drogue, quand il était sous drogue, moi il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées de ce qu'il m'a fait. Et il y a une illusion qui se forme de j'ai été un super papa, j'ai fait des photos de ma fille, j'ai fait... Alors qu'en fait non, c'était pas... Donc moi quand je l'ai retrouvé, il y avait déjà le manque de... Il se rendait pas compte de ce qu'il avait fait à ce jeune homme. Donc même le meurtre, si vous voulez, j'ai fait ça, mais il y avait toujours une raison. Il y avait toujours une excuse. Donc moi, c'est quelque chose qui passait pas pour moi. Et puis il y a eu... Il vous en voulait d'avoir témoigné? Il m'en a voulu pendant longtemps. Il me l'a pas montré quand il m'a revu, mais je sais qu'il m'en voulait. Et puis il y a eu une fois où je le contredis sur quelque chose, et j'ai 25 ans à ce moment-là, ou 26 ans quand il sort, et il se remet en colère. Et il me remenace une fois. Et là, je dis, c'est fini. Non, c'est fini, c'est mort. Vous avez quel sentiment pour lui? J'ai beaucoup de peine, en fait. Parce que c'est un homme qui avait tout pour avoir une vie superbe. Il avait ma maman était une femme en or qui travaillait, qui était hyper costaud, qui était jolie. Il avait une petite fille qui était une super petite fille. Enfin, moi, j'étais une super sage et tout. J'étais vraiment pas... mais non. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu plus, qui était toujours dans l'excès. Donc j'ai pas de haine envers mon père aujourd'hui, et ça c'est important de le dire, parce que j'ai beau être victime de ce que j'ai vécu, je suis pas en colère. Ça s'est passé, le deuil de mon père. J'ai mis des années à m'en mettre, j'ai eu des aventures avec des hommes qui ont été horribles, mais parce que je cherchais le père, parce qu'il y a eu plein de choses comme ça. J'ai eu un accident de voiture qui m'a fait relativiser beaucoup aussi sur la vie. J'ai beaucoup de peine pour lui, c'est dommage. Quel dommage. Quel gâchis. Et puis ce jeune homme, enfin, c'est dommage. Le jeune homme qui l'a tué. Voilà, cette vie-là, elle aurait pas dû se passer comme ça. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle « Elle et moi », qui est paru aux éditions Valeurs d'Avenir. Il a lu? Je lui ai envoyé le manuscrit, par mail. Parce que j'ai toujours les contacts, moi je veux toujours savoir ce qu'il y a. Et j'ai pas eu de retour. Mais j'ai envoyé le manuscrit. Et je n'ai... Sur 20 chapitres, il y a 2 chapitres sur mon père dans le livre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai maintenu le... J'ai pas de haine dans le livre non plus. Donc, mais de ce que j'ai entendu d'amis à lui qui m'ont fait des retours, il était en colère parce que c'est des choses dont il se rappelle pas. Donc il va aller crier au mensonge, il va aller crier à la trahison, à ce genre de choses, alors qu'en fait, je fais juste raconter peu de choses de ce que j'ai vécu, quoi. C'est de la tristesse aujourd'hui chez vous? Ouais, un petit peu. Un petit peu, c'est de la tristesse et puis c'est la frustration, je pense aussi. Il y a la frustration. De ne pas avoir réussi à le sortir de là? De ne pas l'avoir sorti de là, de ne pas avoir eu mon papa en grandissant aussi. Enfin, ça, c'est de pas... Quand il m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé plus tard, ben, moi, mon père, il n'était pas là. Quand je me suis mariée, quand j'ai divorcé, quand je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, enfin, tout ça, ben non, il n'était pas là, quoi. Donc c'est de la frustration aussi, c'est une sorte d'injustice, mais ça, on l'a tous hein, quand on a des problèmes avec nos papas. Et dernière question, même quand on est grande, une grande fille, puisque vous parlez de petite fille, donc aujourd'hui, vous êtes une grande fille, son papa manque encore? Bah oui, bien sûr. L'image du père manque. Pas ce papa-là. Ce papa ne me manque pas. J'ai fait mes transferts. J'ai eu un parrain qui était musicien, qui était super, et j'ai un fils maintenant. Donc il y a tout un schéma familial qui se reconstruit.
Mais oui, avoir un papa, ça manque. Et vous lui dites quoi à votre fils de son grand-père? Pour l'instant, il n'a pas de détails. Pour l'instant, il a quel âge, votre fils? Il a 8 ans. Donc pour l'instant, son grand-père était musicien. Voilà, et il ne demande pas à le voir? Non, parce que mon parrain est décédé. Donc pour l'instant, j'entretiens un petit peu le mystère par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de gâcher c'est son innocence tout de suite. Merci Camille. Pas de souci. Merci beaucoup d'être venu en direct sur